Docteur Solium, bonjour. Bonjour Fantine, Merci d'avoir accepté cette interview. je vous en prie. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes chirurgien maxillofacial Ouais. et spécialiste dans la guérison de l'apnée du sommeil. Vous avez écrit un livre sur les mécanismes physiologiques de l'apnée. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'une technique avec un nom assez particulier, l'ARA E1520. Alors pourquoi ARA et pourquoi un nom si compliqué ? Oui, alors j'ai donné ce nom un peu barbare à cette technique chirurgicale, mais enfin pas si barbare que ça, puisque l'ARA, ça m'évoque déjà ce perroquet, vous savez, magique d'Amérique centrale, qui est très beau et qui représentait pour moi la liberté d'un patient qui pouvait vivre comme il l'entendait, sans être relié à une machine, qui pouvait respirer normalement. Et je trouvais que les couleurs de l'ARA, c'est un très bel animal. Mais en même temps, ARA pour avancer, rotation, avancer. Pour bien comprendre, c'est que cette technique est basée sur des techniques chirurgicales sur les bases osseuses, sur le maxillaire et sur la mandibule, pour permettre des guérisons. Donc par le biais de l'ARA, on peut envisager des guérisons dans l'immense majorité des cas, sans compromettre l'harmonie du visage, ou au contraire, en créant un rajeunissement du visage. Donc c'est un petit peu un clin d'œil à l'ARA. Alors j'ai modifié un petit peu la technique qui est ancienne, hein, qui remonte à plusieurs décennies, mais je l'ai modifiée sur la domination de ARA, E1520. Alors c'est juste pour montrer que on a, après avoir opéré énormément de patients, défini, en tout cas dans mon service, une quantification plus précise. Et on sait que si on peut avancer la mandibule entre 15 et 20 mm, eh bien les suites sont excessivement simples et la guérison est au rendez-vous, sans modification du visage ou alors avec un simple rajeunissement du visage. Donc c'est un petit peu le but de ce nom. Certes, je suis d'accord avec vous, un peu barbare. À l'origine, c'était destiné à des confrères aux médecins pour des cours que j'entreprends. Mais bon, je me suis dit, tiens, l'évocation de ce perroquet peut faire en sorte que bon, les patients peuvent s'y retrouver, tout simplement. Alors, depuis quand vous intéressez-vous au sujet de l'apnée obstructive du sommeil ? Quand j'étais interne, mon patron s'intéressait lui-même à l'apnée obstructive du sommeil. Donc je me suis focalisé un petit peu sur l'apnée. Les premiers patients qu'on prenait en charge, c'était sur les techniques classiques d'avancée bimaxillaire. Alors, ce n'est pas les techniques d'avancée, rotation anti-horaire, mais déjà, ça marchait très très bien. Et alors, c'était plus destiné à des patients qui avaient un visage un petit peu rétrusif. Mais j'ai été étonné parce que je me suis dit, tiens, ça marche vraiment bien. Les patients, ils sont opérés, ils sortent le lendemain ou le deuxième jour, troisième jour, ils sont guéris et les suites sont relativement simples. Donc ça, c'était dans les années 80, 85, 86, je ne me souviens plus, mais c'était il y a quelques décennies. Il y a deux patients qui m'ont vraiment marqué, mais le tout premier que j'ai pris en charge d'une apnée obstructive du sommeil, c'est un patient qui venait de La Rochelle, qui est venu me voir, qui me dit, écoutez, j'ai vu certains de vos confrères, personne n'est très chaud pour m'opérer parce que j'ai un visage qui est un petit peu projeté vers l'avant, donc on n'a pas envie de m'opérer. On dit, ah tiens, si on avance le maxillaire et la mandibule, ça va pas être joli. Est-ce que vous ne voudriez pas quand même me prendre en charge? Alors, c'est un patient qui avait fait plusieurs tentatives de suicide, qui était vraiment désespéré, qui était artisan boucher à La Rochelle. Il m'a convaincu. Je l'ai opéré. Les suites ont été excessivement simples. Il a été sevré de la machine immédiatement. C'est il y a 25 ans. Et la seule chose que je regrette, c'est que bon, il est sorti et je l'ai revu juste en post-opératoire immédiat. Mais après, je voulais un petit peu le suivre, voir un petit peu. Je ne l'ai plus vu pendant plusieurs années. Il revient me voir 5 ans plus tard. Je lui dis, mais écoutez, monsieur, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas revenu me voir? Il me dit, écoutez, vous vous rendez pas compte, ça a été une libération. La machine, je l'ai oubliée, terminée. Je n'ai plus jamais vécu avec la machine. J'en ai profité. J'ai vendu mon affaire et j'ai fait le tour du monde. Et là, je reviens tout juste. Ça fait 5 ans. Je me suis dit,
c'est quand même magique. Alors certes, ce n'était pas le seul patient que j'avais opéré, mais il m'a vraiment frappé. Puis après, tous les patients que j'ai pris en charge, les uns à la suite des autres, c'est eux qui m'ont vraiment convaincu de continuer. Parce que il faut comprendre, hein, enfin, surtout il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais c'était apnée obstructive du sommeil, c'était la machine. Et envisager l'intervention chirurgicale, c'était assez osé. Et au fur et à mesure que j'opérais, à fur et à mesure que j'avais des retours des patients, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est bien dans cette direction qu'il faut aller. Et donc la chirurgie, je l'ai performée. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Herman Seiler, de suivre des chirurgiens américains et de performer un petit peu mes techniques en reprenant bien sûr ce qui avait été développé en amont, mais en même temps en allant plus dans le détail. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenu exclusif sur ces techniques et je ne fais à l'heure actuelle quasiment que de l'apnée obstructive du sommeil pour guérir les patients. Et ça se passe très bien. Alors justement, cette machine, donc la machine à ventilation positive, à votre avis, pourquoi tant de communication sur celle-ci? Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont objectives, positives, à savoir qu'un patient qui est épuisé, qui est fatigué à cause de son apnée obstructive du sommeil, si on veut un traitement qui soit symptomatique et qui fonctionne immédiatement, sans intervention chirurgicale, sans trop de complexité, c'est la machine à ventilation positive, ce qu'on appelle la PPC. Donc, on peut comprendre qu'il y a un certain nombre de communications sur cette aide à la ventilation qui est utile. Mais il y a un deuxième biais, c'est que, une deuxième raison, c'est que les sociétés qui ont mis au point ces techniques ont tout intérêt à ce que le patient soit, entre guillemets, dépendant de cette machine, puisque ce sont des locations tous les jours et toute la vie. Et donc, c'est excessivement rentable pour ces sociétés. Donc, il y a eu des campagnes publicitaires importantes, des grands laboratoires, qui ont pour but de faire passer ce message que l'apnée obstructive du sommeil doit être traitée par la machine à ventilation positive et qu'il n'y a pas d'alternative. Ça pose un problème puisque les alternatives sont nombreuses, et en particulier la technique de guérison de l'apnée par le biais d'une chirurgie des bases osseuses. Mais en même temps, il y a un autre problème qui est encore plus important, c'est que la machine à ventilation positive non seulement ne permet pas de guérir, puisqu'on est bien sûr dépendant de la machine, mais dans l'immense majorité des cas, n'apporte pas d'augmentation d'espérance de vie sur le long terme, d'un point de vue en particulier cardiovasculaire. Et donc c'est assez inquiétant tout de même, puisqu'on se retrouve avec des patients qui sont dépendants de la machine, certes, qui vont peut-être se sentir mieux, et encore, ce n'est pas toujours le cas, parce que certains patients peuvent toujours être fatigués malgré la machine, mais sur lequel le traitement n'est que palliatif. Il n'y a aucune amélioration des facteurs de risque cardiovasculaires, en tout cas en termes de prévention, ce qu'on appelle prévention primaire. Donc ça pose un problème. Donc de bonnes raisons et de moins bonnes raisons qui expliquent que l'on parle autant de la machine à ventilation positive. Pouvez-vous nous dire dans les grandes lignes les symptômes de l'apnée et aussi ses conséquences sur la santé? Oui, alors justement, pour comprendre de façon assez schématique l'apnée obstructive du sommeil, ce sont des patients qui vont s'arrêter de respirer pendant leur sommeil. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent de respirer? Quand on respire, l'air va passer par le nez, la bouche, et puis va passer dans un tuyau qu'on appelle le pharynx, et qui est situé en arrière du maxillaire et de la mandibule. Pour respirer, on va commencer par insuffler, et donc cette insufflation, qui se fait en dilatant les poumons, provoque une pression négative au niveau des alvéoles, c'est-à-dire des petites bulles qui sont dans les poumons et qui permettent de faire les échanges gazeux. Et cette pression négative va s'étendre sur l'ensemble de la filière aérienne. Mais logiquement, on devrait se dire, mais si la pression est négative à l'intérieur de ce tuyau et que les parois du tuyau sont molles, ce qui est le cas du pharynx, puisqu'il est surtout musculaire et muqueux,
et qu'à l'extérieur, la pression est positive, eh bien, il y a une probabilité importante que le tuyau se collapse, c'est-à-dire qu'il se rétrécisse, c'est-à-dire que les parois viennent se toucher l'une à l'autre. Les patients qui n'ont pas d'apnée n'ont pas d'apnée parce que justement les muscles vont se tendre pendant l'inspiration et que pendant cette inspiration, il y a une rigidité de la paroi du pharynx. Mais chez les patients qui ont une apnée, il n'y a pas ce phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de feedback positif. Et donc, les parois se collabent. Alors, ça survient pour deux raisons. Soit effectivement parce qu'il n'y a pas de contrôle et que les muscles ne vont pas se rigidifier, mais ça peut aussi survenir tout simplement parce que le tuyau va être excessivement étroit, trop fin. Tout ça, c'est un mécanisme un petit peu physiopathologique. Mais imaginez maintenant un patient qui a une apnée obstructive du sommeil, donc qui fait le tuyau se ferme. Alors on arrête de respirer plus de 5 fois par heure pendant plus de 10 secondes à chaque fois, c'est la définition de l'apnée obstructive. Le patient, pour reprendre sa respiration, va être obligé de se réveiller. Donc il y a une multitude de micro-réveils. Mais ces micro-réveils déstructurent totalement le sommeil, ce qui fait que les patients se réveillent la nuit, ils vont aller uriner à plusieurs reprises, donc ils se lèvent, ils vont pisser, ils reviennent, ils s'endorment, ils se réveillent en suffoquant parce qu'ils sont en apnée. Le matin, ils peuvent avoir des tachycardies, des maux de tête. Forcément, le cerveau n'a pas été irrigué de façon normale. Une fatigue intense. Il y a de temps en temps un dérouillage, c'est-à-dire que le patient est épuisé le matin au réveil, et puis il va mettre pour certains 5 minutes, pour d'autres 1 heure, pour d'autres 2 heures, avant de retrouver un certain dynamisme. Mais en général, les patients sont épuisés toute la journée, ils ont besoin de faire des siestes. Donc le premier gros symptôme, c'est des mauvaises nuits, des réveils nocturnes, une fatigue au réveil, une fatigue dans la journée. Donc ça, c'est les premiers symptômes. Et puis après, il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'organisme ne permet pas une respiration physiologique, eh bien, tous les organes nobles sont abîmés. Il n'y a pas d'oxygène qui arrive dans les tissus. Donc ça abîme le cœur. Alors c'est un facteur de risque d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, par défaut d'oxygénation, mais aussi de par le fait que lorsqu'on se réveille sur un nombre de reprises excessivement important pendant la nuit, eh bien, le cœur il est sollicité pour provoquer ce réveil. Donc ce qui explique l'hypertension artérielle et surtout l'hypertension artérielle nocturne. Les autres organes qui ne sont pas bien oxygénés vont eux aussi s'abîmer. Et d'autre part, vous savez, à partir du moment où on a une oxygénation qui n'est pas très bonne, vont apparaître, on entend souvent parler des radicaux libres qui sont toxiques et donc qui sont des facteurs de risque, par exemple de maladies athéromateuses, qui sont des facteurs de risque de cancer, qui interviennent probablement dans l'apparition de diabète non insulinodépendant, dans l'augmentation du taux de LDL cholestérol. Donc, ce sont tous des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et également, comme les tissus sont en eux-mêmes abîmés, on peut retrouver d'autres facteurs de risque. C'est un facteur de risque de cancer, cancer du sein chez la femme, cancer du côlon chez l'homme. Ce sont des facteurs de risque de glaucome. Ça augmente la probabilité de survenue du glaucome. Et en aparté, la machine à ventilation positive également. Donc, on a des patients qui ont un risque de glaucome, supposons qu'ils ont une hypertonie oculaire, ils ont une apnée, donc le risque est encore plus important, et on les met sous machine à ventilation positive, alors ça multiplie encore le risque. Enfin, pour vous donner un exemple un peu de temps en temps de l'aberration de certaines indications de la machine à ventilation positive. Mais donc, on a tous les organes qui peuvent être touchés, et le plus important d'entre eux, c'est le cerveau, puisque si on a un sommeil qui n'est pas réparateur, eh bien, le sommeil sert entre autres à nettoyer un certain nombre de toxines qu'on a accumulées dans la journée. Et si on déstructure le sommeil, le cerveau continue à emmagasiner ces protéines toxiques et c'est un facteur de risque de démence, et en particulier de démence d'Alzheimer. Pour vivre bien et en bonne santé, il faut bien dormir et il faut avoir une oxygénation qui soit optimale. Et donc les effets secondaires de l'apnée obstructive du sommeil sont vraiment importantes. Et là, j'en donne qu'une petite... je me suis concentré sur les cancers, sur les maladies cardiovasculaires, sur quelques problèmes ophtalmo, mais il y a des problèmes également pulmonaires qui sont importants, de reflux gastro-œsophagien également. Enfin,
c'est vraiment excessivement important. C'est une maladie qui diminue l'espérance de vie, puisqu'on estime, selon certaines articles récents, une amputation d'espérance de vie de l'ordre de 14 à 15 ans, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, beaucoup de conséquences. Et surtout, la première d'entre elles, bien sûr, c'est que ça handicape complètement les patients se sentent handicapés. Ils ne peuvent pas imaginer de ne pas pouvoir vous réveiller en pleine forme malgré 7 heures, 8 heures, 9 heures de sommeil et d'être épuisé toute la journée. C'est juste l'enfer. Il faut vraiment ou le vivre pour le comprendre ou écouter les patients qui eux-mêmes le vivent pour être conscients de ce problème. Alors j'ai l'impression qu'on souffre de plus en plus d'apnée du sommeil. Alors qu'en pensez-vous? Y avez-vous une explication? Alors, oui, c'est assez intéressant comme question parce que l'apnée du sommeil, certes, on en parle de plus en plus parce qu'on a des moyens de plus en plus pertinents pour détecter cette apnée. Il est probable que l'espèce humaine, depuis plusieurs décennies ou plusieurs siècles, présente ces symptômes d'apnée obstructive du sommeil. Mais il y a d'autres raisons. Il y a une raison phylogénétique, c'est-à-dire que l'espèce humaine est une espèce qui a développé sa structure cérébrale aux dépens du visage. Le visage s'est rétréci. À partir du moment où le visage s'est rétréci pour laisser la place au cerveau, ça s'est fait dès les premiers primates qui se sont redressés, eh bien, la filière aérienne va elle-même se rétrécir, puisque le pharynx est sous-tendu dans son diamètre par la position du maxillaire. Le maxillaire, c'est la partie supérieure, qui est entre l'orbite et les dents, et la mandibule, qui est la partie osseuse qui soutient les dents du bas. Donc si ces structures osseuses ont diminué, se sont retrouvées reculées en arrière, ou si elles se sont rétrécies dans le sens transversal, qu'elles sont plus étroites, eh bien, la filière aérienne elle-même va être plus étroite. Donc ça, c'est la cause un petit peu phylogénétique, c'est-à-dire liée à l'espèce humaine qui évolue de cette façon. C'est comme ça. Et il y a une autre raison, c'est que pour des raisons d'ordre esthétique, lorsqu'on fait des traitements orthodontiques, il y a un certain nombre de patients qui déjà n'ont pas beaucoup de place, donc ils ont des dents qui ne réussissent pas à se mettre sur l'arcade ou du maxillaire et de la mandibule, et que malheureusement, dans un certain nombre de cas, plutôt que d'envisager d'augmenter le volume osseux pour que ces dents se mettent en bonne position, eh bien, on va enlever des dents en disant « oh là, il y a beaucoup de dents, il y a trop de dents ». Et donc, on se retrouve avec, à l'origine, une mâchoire qui était étroite, et comme on enlève en plus des dents, eh bien, elle se rétrécit encore plus. Et le maxillaire et la mandibule, qui vont constituer ce qu'on appelle la bouche, c'est ce qu'on appelle la boîte à langue, eh bien, elle est l'espace du logement de la langue. Mais si la langue, qui elle reste à peu près à le même volume, il ne faut pas croire que la langue elle évolue d'un point de vue génétique avec le temps, c'est les structures osseuses qui évoluent, c'est pas la langue. Eh bien, si la langue a le même volume et que la boîte dans laquelle elle repose est rétrécie, la langue n'a plus de place. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en arrière. Et en arrière, c'est quoi? C'est le pharynx. Et donc elle vient obstruer le pharynx. Donc, il y a des raisons phylogénétiques, des raisons donc, anthropomorphiques, et des raisons, je dirais, iatrogènes de prise en charge qui ne sont pas toujours adaptées. Je pense que de plus en plus, on a conscience que extraire des dents n'est jamais bien pour les patients dans le domaine de la ventilation. Mais le problème est encore plus complexe, puisque l'alimentation, une alimentation de plus en plus molle, qui fait qu'on a une structure qui se relâche, on a une langue qui n'est pas entraînée à bien déglutir. Quand on regroupe tous ces différents facteurs de risque, eh bien on se retrouve avec des mâchoires toutes petites en arrière, une langue qui est refoulée au niveau du pharynx, des obstructions, apnées obstructives, donc on a des apnées par obstruction, et l'obstruction c'est dans l'immense majorité des cas des obstructions d'origine linguale au niveau du pharynx. Donc c'est la raison principale pour laquelle on a toutes ces apnées obstructives et de plus en plus fréquentes. Que pensez-vous de l'orthèse d'avancée mandibulaire? Alors, l'orthèse d'avancée mandibulaire, elle va compenser le manque d'espace. C'est-à-dire que
elle imite en quelque sorte la chirurgie, sauf que ce n'est pas de façon pérenne. Qu'est-ce que c'est qu'une orthèse? C'est un appareil qu'on va clipser sur les dents du haut, qu'on va clipser sur les dents du bas, et qui va obliger la mandibule à être en avant du maxillaire. Donc qui va augmenter l'espace pour la langue. Alors, c'est bien en ce sens que ça rend service aux patients qui ne supportent pas la machine à ventilation positive, mais elle a beaucoup d'inconvénients, en ce sens que, à partir du moment où vous forcez la mandibule, c'est-à-dire la structure osseuse inférieure, par l'intermédiaire de ses dents, à aller vers l'avant, et en prenant comme appui les dents du haut, bien, logiquement, les dents du bas vont aller vers l'avant, parce qu'il y a une force de traction sur les dents. C'est un traitement orthopédique qui est institué tous les jours, toutes les nuits. Les dents du haut, elles vont reculer. Et donc, vous avez une modification de l'articulé dentaire, une modification de l'alignement des dents. Donc, d'un point de vue esthétique, ça pose un problème, évidemment. Vous imaginez le patient qui a fait un traitement orthodontique et qui se retrouve avec un traitement orthodontique complètement en dessous-dessous, qui a complètement modifié. Et le fait que les dents du bas aillent vers l'avant, que les dents du haut aillent vers l'arrière, provoque également, en plus de ce problème d'ordre esthétique, une non-efficacité du traitement sur le long terme, puisque on va chercher à avancer la mâchoire du bas, mais si les dents vont vers l'avant, ben vous pouvez avancer de moins en moins la mâchoire du bas. Donc c'est pour ça que dans plus de 80-90% des cas, après 10 ans d'utilisation régulière, l'orthèse d'avancée mandibulaire n'est plus du tout efficace. C'est un inconvénient majeur. D'autre part, les études ont montré que l'orthèse ne garantissait pas d'amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire sur le moyen ou long terme. Donc c'est un problème, parce qu'on se retrouve à vivre avec une machine qui avance la mandibule sans efficacité d'un point de vue de la santé. Et enfin, l'orthèse provoque d'autres problèmes avec soit des hypersalivations, soit des sécheresses buccales, des douleurs au niveau de l'articulation, parce qu'en fait, c'est pas physiologique de dormir avec la mandibule qui est projetée vers l'avant. Donc, je pense que c'est bien à court terme, un petit peu en corollaire de la machine à ventilation positive. En urgence, on va essayer peut-être la machine à ventilation positive et éventuellement l'orthèse, mais ce qui est important, c'est de se poser la question de comprendre pourquoi on fait une apnée obstructive du sommeil. Et quand on a trouvé la cause, pour ça, c'est pas très compliqué, avec un scanner, avec des examens cliniques approfondis, on retrouve dans l'immense majorité des cas une étiologie à cette maladie. Eh bien, proposer aux patients une guérison pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Alors, revenons à la chirurgie. À quand remonte cette chirurgie et qui sont les précurseurs? Alors, les premiers articles de la chirurgie, alors on parle bien de la chirurgie des bases osseuses, celle qui permet une guérison de l'apnée obstructive du sommeil, vraiment dans une forte probabilité des cas, dans plus de 90-95% des cas. Les premiers articles remontent aux années 80. C'est l'école de Stanford, l'école américaine, qui a publié un premier article qui a montré que lorsqu'on avançait le maxillaire et la mandibule, on avait une guérison de l'apnée obstructive du sommeil. Alors, il faut savoir que la chirurgie orthognathique, donc ce qu'on appelle chirurgie orthognathique, c'est chirurgie des bases osseuses du maxillaire, de la mandibule, est une chirurgie qu'on n'a pas à l'origine mise au point pour guérir les patients d'apnée obstructive du sommeil. C'est une chirurgie qu'on a mise au point pour des raisons d'ordre morphologique, pour des patients, par exemple, qui avaient la mandibule un peu en arrière, un petit peu en avant, ou alors une mandibule qui était asymétrique, tournée à gauche, à droite, ou un maxillaire qui était tourné un petit peu vers la gauche. Bon, donc, pour des raisons d'ordre morphologique et esthétique. Donc, une technique qui a commencé dans les années 70, qui a eu un boom en termes d'activité dans les années 80, en particulier grâce aux équipes américaines, et y compris celles de Stanford. Mais ils se sont rendus compte, c'est ça un petit peu la clé, c'est qu'en opérant des patients qui, eux, avaient une apnée obstructive du sommeil, mais qui ne venaient pas du tout pour se traiter de l'apnée obstructive du sommeil, on s'est rendu compte qu'ils guérissaient. Et ensuite, il y a eu quelques opérateurs, alors Woolford et surtout le professeur Hermann Seller en Suisse, qui en fin des années 80 se sont dit, bon, c'est bien pour les patients qui ont une dysharmonie, c'est-à-dire qui ont un décalage entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, on va les opérer, et comme ça on va les guérir de l'apnée obstructive du sommeil. Mais comment on va faire pour ceux qui n'ont pas de décalage?
C'est-à-dire que le décalage, il n'y a pas de décalage. Ils sont comme vous et moi, strictement, il n'y a pas de décalage. Mais ils ont une apnée obstructive du sommeil. Eh bien, ils se sont dit, on va créer une avancée du maxillaire et de la mandibule, mais à l'arrière, c'est-à-dire au niveau des voies aériennes, sans modifier le visage. C'est le but de la rotation. C'est-à-dire que par la rotation, si vous prenez une structure osseuse et que vous la faites tourner sur un point fixe qui est en avant, si vous prenez ma main et que vous faites une rotation comme ça, eh bien, l'arrière va s'avancer, mais l'avant, lui, n'a pas bougé. Et donc, puisque l'épicentre de rotation est devant, eh bien, puisque l'arrière s'est avancé, il y a une ouverture des voies aériennes, et donc c'est la guérison. Donc c'est principalement le précurseur, de mon point de vue, c'est le professeur Hermann Seiler, qui a le premier parlé de la rotation du maxillaire pour pouvoir permettre une avancée mandibulaire et une libération des voies aériennes. Et la technique de Lara que j'ai mise au point depuis maintenant plusieurs années reprend un peu ces fondamentaux, mais elle est plus précise en ce sens que la quantification est précise. Mon travail ayant été de trouver des mouvements qui permettent, dans l'immense majorité des cas, soit en améliorant l'harmonie du visage, soit en ne modifiant pas le visage, d'aboutir à des guérisons dans une très très forte probabilité. Donc si je comprends bien, c'est par un compromis entre l'avancée et la rotation du maxillaire que vous arrivez à guérir les patients dans le respect de l'harmonie du visage. Mais c'est exactement ça en définitive. Supposons un patient qui est rétrusif, c'est-à-dire qu'il a un maxillaire qui est en arrière, il a une mandibule qui est en arrière, il a ce qu'on appelle une disharmonie maxillofaciale, donc là c'est assez simple, on va avancer le maxillaire et avancer la mandibule. Bon. Il va être plus harmonieux puisque son maxillaire était en arrière. Alors, pour bien comprendre cette notion d'harmonie, prenez une personne qui a un maxillaire qui est en arrière, qu'est-ce qui va se passer? La lèvre supérieure va s'effacer, il n'aura pas de lèvre. Il va avoir un nez qui va être un petit peu allongé. Donc le fait d'avancer le maxillaire va le rajeunir. La lèvre supérieure va s'épaissir, le nez va se raccourcir, donc c'est physiologique. Et en même temps, on gagne de la place pour la langue et on libère les voies aériennes. Si la mandibule est en arrière, on n'a pas de cou, donc c'est pas très joli. Donc le fait d'avancer la mandibule, ça crée une harmonie du visage. Donc là, c'est assez simple. Un patient qui est rétrusif, qui a soit la mandibule en arrière, soit le maxillaire en arrière, eh bien, le fait d'avancer ces structures osseuses va permettre d'harmoniser le visage. À partir du moment où le patient est peu rétrusif, ou pas du tout, eh bien, on va travailler sur la rotation. Donc, ce qui est intéressant dans la technique de Lara, de l'avancée, rotation, avancée, c'est qu'on va soit faire une petite avancée, ou peu d'avancée, ou pas d'avancée, et par une rotation, créer tout de même une avancée, mais en arrière, sans impacter la partie visible du visage, la partie antérieure. En travaillant sur ces mobilisations osseuses de l'avancée et de la rotation, on respecte l'harmonie du visage. On peut, dans un certain nombre de cas, si le patient souhaite, envisager un rajeunissement du visage. Et dans l'immense majorité des cas, de par là même, créer la guérison de l'apnée obstructive du sommeil. Donc on est gagnant sur toute la ligne. C'est l'intérêt de la technique. Peut-on opérer tout le monde? Tout le monde, c'est un bien grand mot, mais l'immense majorité des patients qui présentent une apnée obstructive du sommeil, bien évidemment. Les patients les plus jeunes qu'on peut prendre en charge, ils ont 14 ans et demi, surtout quand ils sont en classe 2, c'est-à-dire quand la mandibule est en arrière par rapport au maxillaire. Au début, je refusais de prendre en charge des patients qui avaient plus de 60 ans, puis après j'ai reculé à 65 ans, puis après j'ai reculé à 70 ans. Et le patient le plus âgé que j'ai pris en charge à 75 ans, j'ai opéré il n'y a pas excessivement longtemps, mais il m'a persuadé de l'opérer. Donc je n'ai pas eu vraiment le choix. Il m'a dit, écoutez, ça fait 20 ans que je vis avec cette machine. Si je peux vivre encore 10, 15, 20 ans sans machine et être guéri. Il a été opéré, l'intervention s'est bien passée et il est maintenant sevré, guéri de son apnée. Donc on peut opérer vraiment beaucoup de patients de 15 à 75 ans, mais si on est raisonnable, entre 17 ans et 65 ans,
tout cas est à part. Et bien sûr, il faut, sur le scanner, visualiser qu'il y a des obstructions, c'est-à-dire une filière aérienne qui est relativement étroite. Mais ça, de mon expérience, on le retrouve dans l'immense majorité des cas. Alors, tout le monde, non, mais un très grand nombre de patients, oui. Et après, il y a toujours des solutions. On peut toujours trouver des alternatives, des techniques qui vont améliorer. Bon, mais dans l'immense majorité des cas, oui. Très bien. Et dans ce cas, y a-t-il des contre-indications? Alors, oui, alors la contre-indication, elles sont des contre-indications médicales. Par exemple, un patient qui ne peut pas supporter une anesthésie générale sur une durée relativement longue, puisque l'intervention dure quelques heures, donc, là, il y aura une contre-indication. Mais la contre-indication la plus importante, ce sont des patients qui sont édentés, qui n'ont pas eu une bonne hygiène bucco-dentaire, qui se retrouvent sans dents. Ce n'est pas une contre-indication formelle, mais c'est une contre-indication importante parce que, vous savez, quand on perd ses dents, la structure osseuse qui soutient les dents se résorbe. Sur les travaux qui remontent à plusieurs décennies, qui ont montré qu'en perdant nos dents, c'est d'ailleurs un des processus physiologiques du vieillissement du visage. On perd ses dents, la structure osseuse se résorbe, et donc on a beaucoup de mal à faire une intervention chirurgicale sur les bases osseuses, parce que les bases osseuses perdent de leur tonicité. Et donc le risque de faire une fracture qui n'est pas bien, qui n'est pas comme on le souhaite, est plus important. Donc c'est pour moi la contre-indication la plus importante des patients. Alors pas si on perd 1, 2 ou 3 dents, mais des patients qui sont édentés complètement de la mandibule ou qui sont édentés du maxillaire. Ça nécessite en amont de faire une première intervention chirurgicale pour consolider les bases osseuses. Mais donc c'est compliqué, il y a 2 interventions, donc c'est pour moi une contre-indication. Donc on a vu les contre-indications liées à l'impossibilité de faire une anesthésie générale, des contre-indications liées à des patients qui sont édentés, qui n'ont pas des structures osseuses, qui permettent d'intervenir. Mais il y a toujours des solutions, mais bon, c'est quand même les 2 contre-indications principales. Il y en a d'autres bien sûr, mais après on est plus dans des extrêmes. Alors, quelles sont les suites de votre intervention? Alors, les suites de l'intervention sont les mêmes que pour toute chirurgie orthognathique, c'est-à-dire toute chirurgie sur les bases osseuses. Globalement, les patients, c'est ce que je leur explique d'une façon générale, ils arrivent la veille et ils repartent le lendemain de l'intervention chirurgicale. Ça fait une hospitalisation sur une journée et 2 nuits, la veille et le lendemain. Comme pour toute intervention chirurgicale, ils sont fatigués parce qu'il y a eu le traumatisme lié à l'opération. Ensuite, comme on va opérer sur des bases osseuses, ils vont gonfler, ils sont tuméfiés. Comme il y a une anesthésie locale et qu'on est assez proche d'un nerf qui est responsable de la sensibilité de la lèvre inférieure, en post-opératoire, ils vont avoir un trouble de sensibilité de la lèvre inférieure. Mais ça, c'est transitoire. Mais ça peut durer quelques semaines, ou voire même un petit peu quelques mois. Voilà, trouble de sensibilité. C'est-à-dire que quand ils touchent, ils disent « Ah tiens, je ne sens pas exactement comme avant ». C'est transitoire, mais c'est une suite. Un peu une suite, c'est des choses qui arrivent fréquemment et qui sont quasi normales. Le plus embêtant, c'est vraiment la chose la plus embêtante. Comme on fait une fracture, pour pouvoir remettre les structures osseuses en bonne position, on ne peut pas manger de sandwich, de pommes ou des choses comme ça. Donc il y a une alimentation qui est un peu molle pendant 2 mois en post-opératoire. C'est-à-dire que les patients, ils vont manger du caviar d'aubergine, du houmous, pas d'aliments trop durs pendant 2 mois. Donc c'est des suites qui sont inconfortables, mais par contre, ce n'est pas des interventions qui sont douloureuses. Dans l'immense majorité des cas, les patients ne se plaignent pas de douleur, ils se plaignent d'inconfort. Bon, ils disent oui, effectivement. Mais ce qui est assez magique, c'est que pour certains, dès le post-op immédiat, ils disent « Ah, je sens que je respire, c'est extraordinaire ». Et pour d'autres, ils vont le ressentir une fois qu'ils commencent à dégonfler au niveau du visage. Et au bout de 4 jours, 5 jours, 1 semaine, ils vont m'envoyer un message en disant « Ça y est, je respire et je me sens vraiment bien ». Parce qu'il faut comprendre que les patients, je les opère, la machine, c'est non seulement contre-indiqué, c'est terminé. Ils peuvent la rendre, il n'y a plus de machine. Donc, il faut le temps de s'adapter. Puis après, ils se rendent compte, ah mais tiens, c'est bizarre, je ne dors plus avec la machine et je suis en pleine forme. Donc voilà, on va dire que les 15 premiers jours sont inconfortables, ne sont pas très faciles. L'alimentation un petit molle va durer 2 mois, mais globalement, voilà les suites les plus importantes et qui sont dans l'immense majorité des cas ce qui arrive aux patients qui sont opérés.
Alors, dans votre livre, vous parlez du taux de succès très important de vos opérations, supérieur à 90%. Pouvez-vous nous en dire plus? À partir du moment où l'indication est bien posée, c'est-à-dire qu'on a des patients dont la filière aérienne est relativement étroite, ou alors des patients sur lesquels on retrouve des zones de compression. Alors, les zones de compression, ça peut être, il y a 2 zones de compression qui sont principales. On a vu la plus importante d'entre elles, c'est la langue, et on le voit très bien sur un scanner. On voit que la langue, elle est un petit peu en arrière, on voit qu'il y a ce bombé à l'intérieur de la lumière du pharynx, ou en arrière du voile. À partir du moment où on retrouve ça, alors, on ne peut pas dire 100% parce que ça ne fait pas sérieux, mais globalement, dans 99% des cas, on aboutit à une guérison. Après, il y a les autres patients pour lesquels la filière n'est pas forcément étroite ou sur lesquels on ne retrouve pas vraiment des zones de compression. Eh bien, ça marche quand même, et dans plus de 80% des cas. Alors, pourquoi? En fait, quand on respire, on va considérer un fluide qui passe dans un tuyau. Normalement, l'écoulement il va être laminaire, c'est-à-dire que la respiration, l'air, il passe de façon tranquille, toute droite, et l'air passe d'autant plus rapidement qu'il est au milieu du tuyau. Mais si jamais on va rétrécir ou faire des toutes petites zones de compression, le flux va devenir turbulent. C'est-à-dire que l'air va se mettre à tourner un petit peu sur lui-même et ne va pas aller de là d'où il vient vers là où il devrait aller. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller du nez vers les poumons, il va rester en statique en tournant autour de lui. Donc il n'y a pas vraiment d'apnée, il n'y a pas de compression, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir une résistance à l'écoulement. Et bien cette résistance, si vous augmentez un tout petit peu le diamètre, va profondément diminuer d'un facteur 4 par rapport au rayon. C'est-à-dire que vous avez un tuyau, vous l'augmentez de 2, c'est-à-dire que le diamètre, vous le doublez. Alors ça, avec la chirurgie, c'est facile d'augmenter le diamètre du pharynx. Eh bien, la résistance à l'écoulement va diminuer d'un facteur 16. Et donc, vous voyez que même sur des patients qui ont un diamètre qui n'est pas trop, mais qui ont quand même tous ces phénomènes de résistance des voies aériennes, qui ne respirent pas bien, qui sont fatigués le matin, qui ont des maux de tête ou qui ont des apnées, mais sans déterminer véritablement des zones de compression très précises, malgré cela, vous augmentez le diamètre, bien ils guérissent, et là ils guérissent dans plus de 80-90% des cas. Donc globalement, soit on est optimiste, et dans 99% des cas, les patients sont guéris, soit on est un peu pessimiste, dans plus de 80% des cas, dans des facteurs qui ne sont peu physiologiques, ils guérissent quand même. Alors, qu'est-ce que j'appelle la guérison? Attention, il faut aussi bien s'entendre. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on refasse un enregistrement polysomnographique du sommeil et qu'on dise « Ah bah tiens, il y a 0 apnée ». Non, il peut rester des apnées de façon physiologique, même si on a 10, c'est pas grave. À partir du moment où on est plus fatigué, sans machine, alors on n'opère pas des chiffres, on opère des patients. Mais si le patient me dit « Je n'ai plus de machine, je ne suis plus fatigué, je suis en pleine forme », là j'estime qu'on a répondu aux attentes du patient et c'est ça qui compte, c'est la guérison clinique. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous passer à celles et ceux qui souffrent d'apnée du sommeil? Le message, il est suivant, c'est que si vous êtes bien avec la machine à ventilation positive, à la fois parfait, mais si vous ne vous sentez pas bien, que vous ne vous voyez pas vivre avec une machine toute votre vie, à la fois, il y a toujours des solutions, il ne faut pas perdre espoir. Et la solution chirurgicale, de ce que j'appelle de l'ARA, de l'avancée, rotation avancée, elle permet dans l'immense majorité des cas d'envisager une guérison. Avec quelques examens complémentaires qui sont simples, hein, comme un scanner, eh bien on peut voir les zones de compression, on peut définir le volume des voies aériennes qui est calculé par des logiciels. Et si la situation anatomique se prête à la possibilité d'une guérison, eh bien ma foi, on peut envisager une guérison. Donc ne gardez pas à l'esprit que vous soyez obligé de vivre avec une machine. Ça, c'est le premier point pour les patients qui vivent avec une machine. Et puis, il y a des patients qui ne supportent pas la machine et donc qui sont de toute façon épuisés. Il y a toujours cette possibilité de guérir par le biais de la chirurgie. Donc que vous soyez avec une machine et que vous ne vouliez plus vivre avec une machine, que vous ne supportiez pas la machine et que vous envisagez de guérir, il y a toujours, dans l'immense majorité des cas, la possibilité
d'une guérison. Il n'y a pas de fatalité, on n'est pas obligé de vivre avec une machine ou, alors la machine, soit la machine de ventilation positive, soit l'orthèse d'avancée mandibulaire. Non, on peut envisager, pour ceux qui le souhaitent, une guérison. Et la technique de l'ARA, hein, de l'avancée rotation avancée, ou avancée rotation anti-horaire, marche dans l'immense majorité des cas. Et c'est vraiment la technique qui marche le mieux. Il y a d'autres techniques chirurgicales, comme l'augmentation du sens transversal, mais elle ne marche pas très très bien. On n'a qu'une amélioration on n'a pas de guérison, on a une amélioration. On a d'autres techniques chirurgicales, mais qui ne marchent jamais bien sur des stimulateurs de la langue. Ça ne marche pas bien. Si on veut vraiment être radical, envisager une guérison, la technique de l'avancée rotation anti-horaire marche dans l'immense majorité des cas et on aboutit à une guérison et à un sevrage de la machine. Et une dernière chose qui est importante à bien comprendre, c'est que toutes les études internationales multicentriques ont montré que sur le long terme, ça restait stable. Chaque solution doit être adaptée aux patients, mais il faut au moins que les patients soient au courant qu'il y a toujours des alternatives et en particulier la possibilité de guérir de l'apnée obstructive du sommeil. C'est le message principal. Merci.